quand j'étais petit, que j'étais à l'école primaire, il y avait un lapin qui faisait un peu du rock jazz, style années 50-60. C'était un lapin dessin animé. Et du coup, il y avait un saxo et tout. Et puis à l'école, on écoutait ça sur cassette et on dansait. Je crois que c'est un des premiers souvenirs. Mais c'était une vidéo je pense qu'il y avait une version vidéo, mais en tout cas, les cassettes, c'était un lapin dessiné qui Jack Bunny s'appelait. Jack Bunny, tu vois. C'est la version mix de Bugs Bunny. Ouais, voilà, c'est la version et je fais du son de Bugs Bunny, tu vois, c'est son cousin. C'était Jay et Bugs Bunny, tu vois, pour rigoler. Puis Jack Bunny, lui, il te faisait kiffer du son. Bonjour à vous et bienvenue sur Parlons Son. Je me présente, Lofty, compositeur, producteur, animateur charmant et charmeur, et vous êtes branchés sur le podcast Parlons Son. Ce podcast a pour objectif de faire dire aux actrices et acteurs des milieux musicaux tout haut ce qu'au fond d'eux, ils pensent tout bas. Aujourd'hui, nous recevrons le DJ Vince Lee. Avec lui, nous aborderons différentes thématiques telles que le mentoring, l'impact du hip-hop, les radios, les podcasts et bien plus encore. Alors sans plus attendre, retrouvons Vince Lee. Nous sommes donc avec Vince Lee. Vince Lee, bonsoir à toi. Bonsoir Ali. Ça va, tu vas bien? Ça va bien et toi? Ouais, tant mieux en tout cas. Ah bah c'est super. C'est mieux, ouais. C'est bon que ça aille bien. Ça va, c'est vrai. On sait jamais quoi dire quand les gens disent ça va bien et tout, tu sais. Quand quelqu'un dit ça va mal, c'est dur. J'avais pas envie de savoir. Mais ça va bien, t'inquiète. Tant mieux. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas mon métier? Oui, alors je suis Vince Lee, je suis DJ depuis très longtemps. 28 ans, hein? Ouais, depuis 28 ans de carrière. J'ai commencé ma carrière en 1997. Aujourd'hui, je fais partie du crew Downtown Boogie, avec qui on fait des soirées au D, à l'audio. Je fais aussi partie de l'émission Nayono sur Couleur 3. La tête dans mon SB, les pieds dans des belles sneaks, sur le ring, gauche, droite, esquive. Et dis donc ma belle, répète voir comment je m'appelle. Avec Géo, c'est l'émission hip-hop de Couleur 3. Et puis, je fais un peu des soirées. Mon activité principale, c'est donc d'être DJ, puis je fais des soirées un peu partout en Suisse, quoi. Et le podcast Service en clic. Ok. Que tu as lancé aussi. Exact, et le Service Yankee, du coup, un nouveau podcast qu'on a lancé en début d'année avec Géos, Romain et Augen. Avec nous également, la personne qui nous reçoit, le coach des coachs, les managers des managers, l'expert des experts, Peterson. Comment ça va? Avec Morgan Freeman. Jeune, Dieu seul sait. Hein. Jeune mais vieux, un vieux jeune. Comment bien? Bien, merci. Ouais. J'aimerais que tu nous parles de ton tout premier souvenir avec la musique, aussi long que tu t'en souviennes. Waouh, bonne question. Je me souviens de quoi? Écoute, je me souviens de pas. Après, c'est confus, je sais pas si c'est le premier, mais je me rappelle que quand j'étais petit, que j'étais à l'école primaire, il y avait un lapin qui faisait un peu du rock jazz, style années 50-60. C'était un lapin dessin animé. Et du coup, il y avait un saxo et tout. Et puis à l'école, on écoutait ça sur cassette et on dansait. Je crois que c'est un des premiers souvenirs. Je pense qu'il y avait une version vidéo, mais en tout cas, les cassettes, c'était un lapin dessiné qui Jack Bunny s'appelait. Jack Bunny, tu vois. C'est la version mix de Bugs Bunny. Ouais, voilà, c'est la version et je fais du son de Bugs Bunny, tu vois, c'est son cousin. C'était Jay et Bugs Bunny, tu vois, pour rigoler. Puis Jack Bunny, lui, il te faisait kiffer du son. Et ça, c'est un de mes premiers souvenirs. Après, sinon, dans les trucs un peu plus sérieux, je pense Michael Jackson, évidemment. dans les années 80, je pense les premiers trucs. Je crois qu'une des premières cassettes, j'ai eu les cassettes de Jack Bunny, je vous cache pas. Mais t'as vu quel âge? j'avais 10 ans, tu vois, 8-10 ans. Et à l'époque, la musique s'écoutait soit sur vinyle, soit sur cassette, soit à la radio. Et je me rappelle, dans des premières cassettes, il y avait Jack Bunny et l'album Bad de Michael Jackson. Ça, c'est quand j'avais 10 ans. Ouais.
T'étais à l'école avec Oumar, non? Il nous avait... Exactement, Ouais. avec Oumar, le manager de Varnish la piscine, entre autres. On était à la school ensemble, on a fait une bonne dizaine d'années. Un de mes meilleurs amis depuis presque 40 ans aujourd'hui, Oumar. Il nous a dit jusqu'à maintenant. Ouais, justement, c'est fou. Ouais, on se voit toujours, c'est une crème, c'est une des meilleures personnes qui existent. Big up à toi, Oumar. Voilà, de fou. Et du coup, tu dis que t'as commencé un peu avec Michael Jackson. Ouais. Ça, c'était de ton initiative personnelle ou alors ce que t'écoutais chez toi en famille? Non, je pense que c'était un peu de mon initiative personnelle ou de ce que l'on entendait avec les potes. Puis bon, Michael Jackson, évidemment, c'était Michael Jackson. Et du coup, quand t'es petit, de toute façon, t'as plutôt tendance, je pense, à soit entendre la musique que tes parents te font écouter, soit peut-être tu vas entendre que les gros hits. Tu vas pas écouter des trucs niches, genre... Le gars qui a, par exemple, aujourd'hui 1500 écoutes sur Spotify, je pense pas que tu le découvres quand t'as 10 ans. Non, mais peut-être. Mais du coup, Michael Jackson. Et puis après, à la même période, assez rapidement, fin des années 80, début des années 90, j'ai commencé à découvrir le rap avec notamment Public Enemy, NWA. Straight out of Compton, another crazy ass nigga. When punks I smoke, yo, my rep gets bigger. Run DMC. Ouais, un peu les premiers gros groupes, quoi. Enfin, il y en a eu d'autres avant, mais voilà. T'es plus East Coast, toi, du coup? Ouais, après, oui, clairement. Après... plus East Coast? Ouais, bien sûr. Ouais. Et après, oui, mais quand même NWA, évidemment, Dr. Dre, Snoop Dogg, Dogg Pound, la West Coast après aussi. Mais la East Coast a quand même, je pense, plus dominé le rap des années 80 à la fin des années 90, même s'il y avait quand même beaucoup d'artistes West Coast aussi qui étaient chauds. Ils sont pas mal défendus, quand même. Non, ils se sont bien défendus, j'avoue. Mais je t'imaginais plus parce que j'ai pas... Non, après j'aimais bien aussi, il y avait plein de trucs que je kiffais de la West Coast, mais je pense que j'écoutais plus de rap East Coast quand même. New York, fort. Et justement, est-ce que tu t'es pris le hip-hop, enfin le rap en tant qu'auditeur, ou alors est-ce que tu t'es pris toute la culture hip-hop en tant que... Non, j'ai vraiment commencé effectivement en tant qu'auditeur de rap, surtout quand t'es très petit, t'as 10, 12 ans. J'avais pas encore vraiment compris tout ce qu'il y avait, enfin tu vois, j'avais pas capté encore au début tout ce qu'il y avait en termes de... que le rap faisait partie de cette culture qu'on appelle le hip-hop avec ses 5 éléments et tout, le DJing, le beatboxing, la danse, le graphe. Ça, j'ai compris plus tard, tu vois, un peu plus tard, au milieu des années 90, je pense. Ok, d'accord. Et justement, quand est-ce que tu passes de l'auditeur, du spectateur, à la personne qui commence à s'impliquer de manière amatrice? Ouais, alors j'habitais à Communique, c'est un petit village entre Genève et Nyon, à côté de Coppet. J'habitais là jusqu'à 1993. Et puis, mes parents étaient fonctionnaires internationaux. Puis à cette époque-là, ma mère est venue me voir et m'a demandé elle m'a dit qu'elle avait envie de partir de la Suisse, de bouger, peut-être d'aller à New York ou Dakar pour le taf. Puis elle m'a demandé si je voudrais bien partir avec elle. Moi, je fais OK, vas-y, allons voir le monde. Et en fait, on est parti à Trinidad et Tobago dans les Caraïbes. Du coup, de 1993 jusqu'à 1995, j'ai fait 2 ans à Trinidad. Et là, du coup, c'était vraiment un autre monde. Là-bas, comme c'est proche des États-Unis, enfin, c'est beaucoup plus proche. À la télé, on a les chaînes américaines et tout. Et du coup, je me retrouve devant BET, Black Entertainment Television, donc qui est la télévision faite par des personnes, par des Afro-Américains pour les Afro-Américains. Oui, ça a été racheté aujourd'hui, je pense que ça n'a plus la même importance. Et sur BET, il y avait énormément de... il y avait la musique, la journée, il y avait presque que de la musique et que des clips. Du coup, là, tout d'un coup, j'ai tous les clips de rap. Enfin, je vois beaucoup de rap, j'écoute beaucoup plus de rap, encore plus à partir du moment où j'arrive à Trinidad. Puis c'est aussi là... Parce qu'à l'époque, il faut savoir que tu allumes ta télé, il n'y a aucun clip de rap. Pour les quelques personnes, en 93, il y a très peu de gens qui ont MTV. Surtout en Suisse. En Suisse, la seule émission qui passe du rap sur MTV, c'est Yo MTV Rap, c'est 1 fois par semaine. Et la plupart des gens n'ont pas MTV. Donc le peu de gens qui ont MTV, ils enregistrent des cassettes, ils les re-regardent, tu passes tes cassettes vidéo des clips enregistrés à tes potes, et tu peux regarder le même clip 50 000 fois parce que t'en as peu, et puis t'hallucines. Puis aussi, à travers ces clips, t'as l'impression de voir un bout
de tes artistes préférés et de leur vie aux États-Unis, par exemple, tu vois. Et du coup, en fait, je me retrouve vachement plus exposé à ce moment-là, encore plus au rap et à la culture Quinry. Et aussi, c'est là où je découvre aussi la culture des sound systems, du coup des DJ, à Trinidad avec des sound systems qui enregistrent des mixtapes et puis ils les vendent dans la rue, tu vois, t'as des mecs posés dans la rue avec un sound system d'une voiture, donc un poste, un autoradio, avec des haut-parleurs et tout, collé dessus, sur un truc en bois, tu vois. Et puis, à l'intérieur, il y a du meuble en bois, t'as comme une étagère avec plein de cassettes qui vendent. Et puis, ils jouent leurs cassettes dans la rue, donc toi, t'arrives, t'entends le son et tout. Et j'ai commencé à acheter des mixtapes là et à découvrir comme ceux qui font déguster leur beignet avant de vendre, quoi. Complètement. C'est totalement ça. Sauf que là, ils blastent le son à fond dans tout, partout. Et du coup, bah, tu vois, c'est carré. Du coup, c'est pas la Suisse où tu fais ça, la police, c'est la République. C'est pas bien. Pas ici, ils vont te dire d'arrêter tout de suite. Et du coup, bah, j'achète mes premières cassettes mixées par des DJ à ce moment-là. Donc j'entends des DJ pour la première fois réellement. Enfin, peut-être j'en avais entendu un peu, mais là vraiment un peu plus. J'entends un peu des petits scratchs, des trucs. Je suis là, ouais, c'est trop intéressant. Parallèlement, je chope mes premières mixtapes de Cut Killer aussi. Ok, d'accord. Toujours à Trinidad. Ouais, mais ça c'est quand je reviens en Suisse. Tu vois. Et puis Cut Killer, bah, j'écoute ça, il fait des intros de fou, t'as l'impression qu'il y a je sais pas combien de platines en même temps qui tournent, des scratchs. Et ça me fascine, tu vois. Des tchiki-tchik. Et en plus, c'est un français en plus. C'est un français, exactement, et ça me fascine. Et quand je rentre en Suisse l'été 1995. Du coup, là, ma mère reste encore à Trinidad, moi, je rentre pour les études. T'as 15 ans en ce moment. Voilà, j'ai 15 ans, je crois. Non, j'ai 16 ans, en 95. Et je rentre, mon père, à ce moment-là, a déménagé, il habite à Genève. Je rentre, je vis avec lui. Et je me dis, bah, en fait, je vais m'acheter des platines. Et j'allais aller faire les examens pour rentrer au collège Voltaire. Je rate mon examen pour rentrer en 3e année. Mais ils me disent, tu peux venir en 2e. Du coup, je rate ces examens, je vais en 2e au collège Voltaire. Et à ce moment-là, mon oncle François, rest in peace, il se dit, bah, il était très généreux. Et il avait les moyens, mais il était aussi très généreux. Et il me dit, bah, un oncle, c'est fait pour consoler. Et paf, il me donne 500 balles pour me consoler d'avoir raté mes examens. Tu vois. Et du coup, bah, moi, j'ai cette base de 500 francs. Et je me dis, bah, j'ai trouvé 500 autres francs. Je sais pas comment, si j'ai demandé à mes parents ou si j'ai fait un petit taf, je sais plus. Probablement que j'ai demandé à mes parents, je sais pas. Et du coup, avec ces 1000 balles, bah, je vais en France voisine, à Ferney. Je trouve un magasin de matos qui vend des platines d'occasion, MK2, des Technics et une table de mixage. Puis j'achète ça pour à peu près 1000 francs, 1200 francs. Ça, c'est en septembre 95 ou en août 95. Et c'est là que je commence vraiment à mixer, à devenir du coup que je passe d'auditeur à, on va dire, acteur. Après, à ce moment-là, je suis juste un acteur dans je suis pas vraiment un acteur, mais je suis un praticien. Je practitionne mon art de DJ, on va dire, j'apprends dans ma chambre pendant 2 ans. Ok. Ah ouais, genre t'étais l'équivalent du footballeur qui s'entraîne à Voilà, exact. Et pendant 2 ans, bah, je m'entraînais à fond avec un pote qui s'appelle Badra aussi, et on s'entraînait à fond. Lui, il s'entraînait chez lui, on se retrouvait. Il fallait aussi acheter des disques, tu vois. Ouais. Parce que comme il n'y avait pas de tutoriel à l'époque, nous, on est à une époque où il y avait tutoriel. Non, il n'y a pas de tutoriel. Comment t'apprends? T'apprends par toi-même, t'as un pote qui t'explique, en fait, peut-être t'as un pote DJ qui t'explique. Déjà, t'essaies de comprendre ce que font les DJ quand tu les écoutes sur des mixtapes ou à la radio. À ce moment-là, je commence aussi à écouter DJ Seb, qui est une légende du hip-hop en Suisse, qui vient d'ici, Lausanne, Seb Bache, qui était à Couleur 3. Je l'entends faire des passe-passe à la radio. Je suis là, mais c'est quoi ce truc? Il est trop fort, ça veut dire trop fort. Et niveau passe-passe, retour, ce qu'il faisait, c'était genre incroyable. Et puis t'essayes de reproduire ça, mais sans non plus avoir une idée de comment précise. Puis je sais pas, on était 2, je te dis, avec mon pote Badra et moi, et on s'entraînait les 2. Mais ce que je faisais, moi, surtout au début, pendant genre peut-être 1 an, j'ai dû faire que ça, c'était vraiment tu sais, caler les tempos. Tu vois, caler le tempo, arriver à trouver quel disque va plus lentement que l'autre avec les pitchs et machin. Puis j'ai fait ça assidûment pendant un bon moment, et après je me suis mis un peu plus à scratcher, à faire des passe-passe, à essayer de reproduire ce que j'entendais. Puis après tu commences à connecter un peu avec d'autres gens aussi, peut-être d'autres DJ. Et puis bah, lui il fait ça, il t'explique, toi tu fais comment. Donc du coup tu avances de ton côté, tu fais ton du bout de chemin, tu connectes
Entre autres avec Riga. Alors ça, c'est beaucoup plus tard. Plus tard. Tu vois, parce que genre là, les deux premières années où j'ai des platines, je fais ça que dans ma chambre. Et puis j'enregistre des fois un peu des cassettes, tu vois, pour des potes, des mixtapes. Du coup, mais là, il n'y en a qu'un exemplaire, j'enregistre chez moi. J'appuie rec sur le lecteur ou l'enregistreur cassette. Puis je fais une petite session de 60 minutes, 30 minutes, 1 heure, enfin... Il y a toujours 2 faces sur une cassette. Donc là, c'était peut-être une cassette de 2 fois 30 minutes ou 2 fois 45 minutes. Je le donne à mon pote Alpha qui écoute cette cassette, qui kiffe. Et Alpha, il était connecté à cette époque, j'habitais au Charmy, mais je connaissais pas encore les gars des Charmy. Et lui, c'était un gars des Charmy qui était connecté avec tous les gars des Charmy, dont un mec qui s'appelle Guy Roland. Ah, Guy Roland, ouais. Et après, Guy Roland, il habitait pas directement au Charmy, il habitait à Vernier, mais il avait ses potes aussi. Enfin, c'était comme un mec des Charmy, même s'il habitait pas au Charmy. Et en fait, Alpha donne la cassette à Guy Roland, et Guy Roland, il écoute cette cassette. Et Guy Roland, à cette époque, c'est vraiment un big man dans le hip-hop, tu vois. Son nom, moi je me rappelle quand j'étais petit, j'entendais son nom. Ouais. C'est un gars c'est le premier mec à avoir fait faire venir Cut Killer en Suisse, genre en 95, tu vois. C'est un mec qui était DJ, qui était DJ de soirée, qui était promoteur, organisateur, qui faisait tout le temps des allers-retours avec les States, qui était hyper connecté avec la culture, du coup, avec les States. Enfin, pour être connecté à la culture, vraiment, fallait aller aux States. Il allait tout le temps, il parlait l'anglais, tout ça. Il avait une super compréhension. Il était un peu plus vieux que moi, il avait 3-4 ans de plus. Et il était grave impliqué dans le hip-hop. Il connaissait tous les promoteurs au niveau de la scène hip-hop et en Suisse romande. Après, c'était une toute petite scène. Mais c'était aussi une toute petite scène aussi. En fait, si t'avais pas un cosign, si t'avais pas quelqu'un qui te validait, ça a été super dur de rentrer, tu vois. T'étais bloqué, en fait. T'étais bloqué. Après, moi, j'essayais même pas de faire des soirées avant de le rencontrer. Et en fait, lui, après avoir écouté cette cassette, un jour, il sonne chez moi. J'ouvre la porte. Et voilà Alpha qui arrive avec Guy Roland, je crois. Et Guy Roland qui m'explique, voilà, je suis Guy Roland, je vais te manager. Et j'ai écouté ta cassette, j'ai kiffé, je vais te manager. Je suis là, bon, vas-y. C'est parce que ça veut dire. J'avais déjà entendu parler de lui, tu vois, parce que ce milieu était quand même petit, puis j'avais pas mal de monde. Mes potes faisaient aussi partie de ce milieu hip-hop. Moi, j'étais un peu plus extérieur, tu vois. J'allais à quelques soirées, mais j'étais pas reconnu pour quoi que ce soit, ou pas du tout en tant qu'encore que DJ. Personne ne savait que je mixais. Et puis lui, il m'a dit, je veux te manager. Et direct, il m'a connecté avec des promoteurs. Et 2 semaines après, j'ai fait mes premières soirées. Il m'a connecté. La première soirée que j'ai fait à Genève, c'était le before et l'after party du concert d'une rappeuse qui s'appelle MC Light. Et c'était Ron et Edouard, donc Ronty et son frère. Ronty qui a été un des gars qui a lancé Downtown Boogie, qui est un des premiers organisateurs, qui fait partie des premiers organisateurs des soirées hip-hop en Suisse, et le premier à avoir fait venir des artistes américains aussi. C'est lui ensuite qui a repris le Love dans les années 2000 et qui en a fait. C'est le papa de Yomi et de Kanye. Ouais, c'est ça. C'est le Yomi Dancer, Non, c'est vrai, ce pays, il est super petit, Ronty, c'est le papa. DJ Ronty, c'est son papa. C'est le papa de Yomi et de Kanye. Donc là, Yomi Denzel, là, la réussite de ouf, c'est son papa qui l'a mis en place, en fait. Mais c'est un hustler de ouf. Ronty, c'est un hustler de ouf. C'est un hustler de ouf. Un mec qui est arrivé du Nigeria ici sans parler français et qui a commencé par. Je sais pas s'il avait les paplards ou pas, mais qui a commencé genre sa carrière au niveau du business hip-hop à être videur, tu vois. Complètement, ouais. C'est de soirée, puis après il a commencé à organiser des trucs. Bref, du coup, Guy, il me connecte à lui. Je fais ma première soirée, grâce à Ronty. Tu vois, une époque où les DJ étaient quand même en avant, parce que je sais plus on avait parlé, c'était avec Maud en fait, je crois, non, avec Riga même, qui disait à l'époque qu'il y avait à un moment donné un truc où certains DJ, ils étaient carrément cachés en fait. Il y avait ce côté un peu mystérieux qu'il y avait, et les DJ, forcément, il y avait des boîtes, effectivement, où c'était, genre, tu vois, dans les restaurants, des fois, t'as un trou pour passer les plats. En fait, il y avait des clubs où le DJ, il était derrière ce trou. Donc, tu n'avais pas de contact visuel. La plupart des clubs, c'était quand même pas ça, mais il y avait des clubs comme ça. Mais après, il y avait ce côté-là, mais en même temps, le DJ était super important aussi, parce que les gens, selon qui mixait, ils allaient ou ils allaient pas. Il y avait vraiment ce truc, tu vois, c'était très très important, genre... il y a DJ Kerr qui mixe là-bas, les gens ils vont parce qu'ils savent que c'est lui qui a le son, qualité, il a le son. Déjà les gens n'ont pas le son, il y a que nous qui avons le son à l'époque. Parce que les gens ils ont pas les disques, il y a pas Spotify, t'as pas accès, donc tu peux que entendre un peu de rap. Si t'as MTV sur UMTV Raps, peut-être 1 heure par semaine sur Couleur 3, sur les métissages ou sur une fois que Downtown Boogie a été créé.
Et sinon, en fait, faut aller dans les magasins, acheter des mixtapes ou des CD ou des vinyles ou des cassettes. Et ça, c'est un budget. À l'époque, un album, ça coûte 30 balles. Du côté de Les gens là qui sont jeunes et qui payent 12 francs 50 en Spotify, ils sont là, c'est cher. Frère, pour 12 balles 50, t'as toute la musique du monde. À l'époque, fallait un album, c'était 30 balles. Un maxi vinyle, ça coûtait 15 balles. Un maxi, t'avais une chanson. Donc tu payais 15 balles pour avoir une chanson, frère. Donc évidemment, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient les moyens de se payer de la musique. Et en plus, la musique, elle n'était pas super bien distribuée. Il y avait très peu d'endroits où les trouver. Il y avait des quantités limitées. Tu allais dans un disque, dans un magasin, tu allais lui dire « Ouais, je veux le single Juicy de Biggie, de Notorious B.I.G. » J'ai plus. C'est écoulé, j'en ai eu 10. C'est parti comme des petits pains. Et puis, du coup, le DJ, déjà par sa sélection et du coup par son répertoire, ce qu'il avait comme disque, ça lui donnait déjà il y avait déjà le côté, en fait, on valorisait vachement le fait d'avoir la musique. Ah ouais, donc la musique, rien que de l'avoir, c'était déjà un truc que les gens, ils n'avaient pas ça. Non, c'est sûr. Et du coup, le DJ, en fait, et puis il y avait peu de DJ, justement, il y avait déjà beaucoup moins de DJ, et dans ce côté un peu club, on veut faire danser les gens, tu vois, on va jouer du rap, mais on va jouer un peu de R&B, on va jouer un peu de dancehall, des trucs dansants vraiment. Il n'y en avait pas tant que ça. La plupart des DJ hip-hop, c'était des mecs qui étaient très axés rap, puriste, rap dur, machin. Du coup, oui, ils pouvaient jouer, il y avait des soirées, mais c'était des soirées plus underground, où il y avait beaucoup de mecs, c'était pas des soirées qui faisaient beaucoup de sous aussi, tu vois. D'ailleurs, à l'époque, les gens dépensaient rien en soirée. Donc les soirées hip-hop rapportaient pas tant que ça. Mais du coup, en fait, quand il y avait un DJ qui sortait du lot et qui était capable vraiment d'enflammer une foule et de fédérer autour, en fait, assez rapidement, tu pouvais te faire un nom. Après, tu devenais pas, David Guetta, mais te faire un nom dans ce petit milieu, parce que c'était un très petit milieu, et du coup, en fait, quand on voyait ton nom sur un flyer, les gens, ils étaient là, putain, il y a Kerr, il y a Fab, il y a Ranty, il y a Seb, il y a Scalpa, il y a je sais pas qui, tu vois, des gars de l'époque. Je dois y aller. Lui, je sais qu'il a le son qui va me faire kiffer. Et puis, je sais aussi que quand lui, il va mixer, il y a des gens qui le suivent. Mais justement, tu me tends la perche et tout. Quand est-ce que ça a vraiment pris pour toi ? Alors moi, d'un certain côté, il y a deux versions de prix, parce que ça a pris très vite dans le milieu. En 97, direct, Guy Roland, il arrive, il me connecte, pim pam poum. La première soirée, c'est de la merde, mais la deuxième, direct, je fais déjà un bon taf. Et après aussi, Guy Roland, il fait pas juste ce taf de manager. Pour moi, c'est un mentor. C'est-à-dire que lui, il me parle de la culture, il m'explique. Moi, je connais pas bien la soul, je connais pas bien la funk, je connais pas bien... Il y a des trucs que je connais pas. La culture, même DJing, il m'apprend la culture DJing club, en fait, hip-hop. Donc ça m'aide énormément parce que, il n'y avait pas de tuto. Mais lui, c'était le meilleur tuto qui existe pour ça. Parce que ça, il n'y a pas de tuto non plus pour vraiment comprendre le truc d'un humain qui t'explique, qui est avec toi, à côté de toi, qui te dit si. Puis en plus... qui est un gars respecté, du coup, quand il te parle, tu sais que ce qu'il dit est vrai, qu'il est crédible, et puis, lui, quand il va parler de toi à des gens, les gens, ils sont là, ah, ok, si toi, tu me parles de Vince, c'est que ça doit être quelque chose. Après un mois ou deux que je connais Guy, je suis sur 1FM, pour la première émission que je fais invité par DJ Silk, je dis à DJ Silk, c'est trop cool, j'ai trop kiffé, il me dit, moi aussi, j'ai kiffé, viens, on fait une émission ensemble. Du coup, après, on fait une émission avec Silk et Rubest, et qui est Fidel Escroc. On fait une émission les trois sur 1FM pendant 6 mois, comme ça, où on joue du rap. Et à l'époque, nous aussi, on est sauvages, quoi. Tu vois, on a 18 ans. Vous arrivez en meute. Ouais, non, mais vraiment. On arrive, on est 40 dans les studios, frère. Les gars de la radio, ils n'ont pas trop l'habitude, tu vois. Ils sont là, vas-y. Et puis, nous, on veut pas entendre. Nous, même si je te dis qu'on avait une ouverture sur la R&B et tout, mais nous, nos musiques, c'était le rap, le R&B, le dancehall. Fallait pas... Et à l'époque, tu vois, il y avait déjà des trucs un peu plus commerciaux, des Will Smith, des machins. Ça, nous, on veut pas jouer Getting Jiggy With It à la radio. Ça m'intéresse pas. Tu vois, moi... Même des trucs comme Alliance Ethnique, je suis là, c'est un peu trop le commun. Mais encore, bref, ça se discute. Mais bref, nous, on veut jouer du rap, frère. Du rap New York, du R&B, du Dr. Dre, du Mobb Deep, du Smith & Wesson, du je sais pas quoi, tu vois, du Wu-Tang, bref. Et au bout d'un moment, à la radio 1FM, ils sont là, oh les frères, c'est un peu dur, mettez un peu d'eau dans votre vin, là, c'est un peu... Puis on dit... Enfin, tu vois, Rubest, il est co-animateur avec Silky, mais Rubest, il est pas animateur radio, il est juste rappeur à l'époque. Du coup, on est là, on a 18 ans. Mais après, à chaque émission, tu vois, ce qui était fou, c'est qu'on sortait de l'émission, c'était en direct, on allait en ville, ou on allait au quartier, au Charmy, ou on allait quelque part en ville, on croisait tous les gens qu'on croisait, qu'on connaissait,
Ils étaient là, waouh, incroyable. Tu vois, il y avait un vrai impact. Parce qu'ils écoutaient, il n'y avait tellement pas de moyens d'écouter du rap. Donc très rapidement, en fait, je me suis fait un certain nom dans le milieu. Je me suis retrouvé à mixer à l'Arena pour une soirée de N-Pro qu'il organisait avec Snoop Dogg, direct en 97. Je me retrouve assez rapidement en Suisse romande, ça va assez vite où je me fais un nom. Je commence à aller en Suisse allemande un an ou deux après. Donc déjà à la fin des années 90, je suis un DJ au niveau du hip-hop, je suis un des DJ ici, tu vois, qui commence à être en place. Puis après, il y a le moment où j'arrive sur Couleur 3 en 2001, où là, Downtown Boogie existait déjà depuis 2 ans, Ronty faisait partie de l'équipe, Ronty arrête de mixer et il me propose de reprendre sa place, il propose à la team DTB que je les rejoigne, les gars ils sont là, let's go, et puis du coup je les rejoins en 2001, et ça me fait passer un autre step encore, parce que voilà, tout d'un coup, t'es sur la radio nationale, sur Couleur 3, à une époque où la radio est encore un média très fort. Et puis là, ça me donne encore en montant dans toute la Suisse. Et ça, c'est un autre step où vraiment je sens que ça commence à prendre, on peut monter les cachets. On peut ça il y avait un vrai impact, en fait. Ouais, à ce moment-là, je dis à Guy, là, il faut qu'on... Tu vois, à ce moment-là, je crois que je suis sur des cachets qui sont sur les 500, 700, 600, 800 balles. Puis je dis à Guy, là, maintenant, je suis à la radio, viens, on passe à 1000 balles, tu vois. Puis c'est là qu'on atteint ce stade des 1000 balles. Après, en 2003, il y a un gars qui s'appelle 50 Cent qui arrive. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. You'll find me in the club. I don't know what you heard about me. What up, you can't get $1 out of me. Et qui a, je vous jure les gars, on se rend encore aujourd'hui, et vous le savez, je pense vous, mais pour les plus jeunes, et même les plus jeunes écoutent encore 50 Cent. 50 Cent, il fait une tournée, il headline Frère Onfeld, il remplit là demain l'Arena, ce que tu veux, il peut faire le Stade de France, si ça se trouve. L'impact qu'il a eu était tellement énorme que vraiment, à ce moment-là, en fait, c'est un raz-de-marée 50 Cent. C'est vraiment un raz-de-marée. Toute la planète se met à écouter du rap. Les clubs qui passaient pas de rap se mettent vraiment à passer du rap. Et en même temps que t'as 50, t'as d'autres gens. Tu vois, t'as Jay-Z qui est big encore. Il y a Kanye West aussi. T'as Kanye West qui arrive un an après. T'as Beyoncé en solo. T'as Sean Paul aussi pour le côté dancehall. Du coup, t'as plein de trucs qui font que t'as Nelly. T'as Ja Rule, t'as plein d'autres trucs en fait, même si 50 c'est aussi la fin de Ja Rule. Mais il y a tout ce truc qui fait que le rap commence à prendre une dimension. Et en France aussi, tu vois. T'as les Booba, t'as les Lunatiques, t'as les 113, t'as les Funky Family, c'est plus la fin des années 90, début 2000. Mais encore, t'as tout ce truc, voilà, les débuts des psychiatres. Et du coup, en fait, le rap prend une importance beaucoup plus grande et commence à rentrer à ce moment-là vraiment dans les gros clubs, dans les clubs plus commerciaux, dans les clubs où justement on voulait pas de nous. Puis à partir de là, vraiment, je commence vraiment à quadriller toute la Suisse. Et puis, je pense en 2006, comme ça, il y a un autre truc qui se passe hyper important, c'est qu'il y a Serato DJ qui arrive. Du coup, il y a un logiciel pour mixer. L'équivalent fait le studio pour les producteurs. Ouais, même c'est encore plus violent, je pense. C'est encore plus violent comme révolution parce que c'était on va dire manuel à l'époque. Avec tes vinyles, tu devais acheter les vinyles et surtout tu devais te trimballer avec les vinyles. En fait, quand t'allais pas en soirée tout seul, frère, c'était impossible. Moi, j'avais toujours, évidemment, après j'étais plus jeune quand mes potes venaient, mais j'avais 200 kilos de disques avec moi. Et du coup, en fait, ça te limitait aussi beaucoup dans les déplacements. C'est-à-dire que tu pouvais pas tellement aller mixer là où il fallait prendre l'avion. C'est DJ Snake qui disait justement où ça lui coûtait plus cher de se déplacer que les cachets qu'il lui payait. Bien sûr, parce que t'as les excédents de bagages. Totalement. Donc moi, j'ai fait quelques soirées à l'étranger avec mes vinyles, mais en 2005-2006, il y a justement Serato DJ qui arrive, du coup, qui a un logiciel pour pouvoir mixer avec tes platines, mais qui est relié à l'ordi via une carte son, avec des vinyles qu'on appelait des vinyles de contrôle, où il n'y a pas de musique, mais il y a un signal à 1000 Hz ou je sais pas qui donne des directives ensuite à ton ordi. Et du coup, avec ça, en fait, tu as toute ta bibliothèque dans un ordinateur. Tu n'as plus besoin de révolution. Donc, les magasins de disques, les vendeurs de disques en PLS. Horrible, je comprends, désolé. Mais nous, on est là, bon, on va tester ce truc. Et puis, le premier que je vois qui achète ça, c'est mon collègue Green Giant. C'est lui le premier. Ouais, ici, c'est un des tout premiers, c'est lui. Et il me montre, j'essaye. Il commence à faire des soirées avec, je suis là, ok, c'est fiable. Donc j'achète ce truc. Et puis à partir de là, il y a ça, plus EasyJet aussi, qui commence vraiment à être fort partout en Europe, à casser les prix sur les billets d'avion. Come on, let's fly.
Du coup, à partir de là... T'avances avec l'histoire, en fait. C'est Ouais, ouf, bah, on avance tous avec l'histoire. la manière dont on tu est parles, tellement tu- dépendants, en fait, Ouais. c'est ça. La technologie, Ouais, ça par fait exemple, ce serait intéressant de faire... Et je pense que ça existe peut-être déjà des documentaires, en fait, sur la musique... l'évolution de la musique par rapport à la technologie. Ouais, mais c'est- Tu prends un truc comme l'autotune, tu vois, si ça n'avait pas été créé, la 3/4 des trucs d'aujourd'hui n'existeraient pas. Mort. Et bref, du coup, EasyJet aussi commence à casser les prix. Tout d'un coup, tu peux aller à Rome pour 200 balles aller-retour, 150 balles aller-retour, alors qu'avant, il fallait payer 700-800 balles. Ouais. Du coup, les promoteurs, et puis tu peux aller avec ton ordi au lieu d'avoir 400 kilos. Donc tout d'un coup, les promoteurs à l'étranger ou même en Suisse pour booker des DJ étrangers, ça devient beaucoup plus facile. Parce que ça te coûte plus de 2000 balles de ramener un mec, tu vois, en voyage. Là, ça te coûte beaucoup moins cher. Et puis à partir de là, Guy Roland, il me connecte avec avec DJ Seek et Nico en Belgique-Hollande, et je commence à aller au Mondial, une grosse boîte en Hollande, ça c'est en 2006, je crois, ma première. Et j'y suis resté pendant 12-13 ans, aller un dimanche par mois là-bas, en Hollande, et en même temps, je commence à aller au Sénégal. Un pote, là, JB, un pote des Charmy, JB, un Sénégalais de Genevois qui était en Suisse, à Genève, qui a ouvert des boîtes en Suisse, puis qui ensuite les a vendues, qui est reparti au Bled à Dakar dans les années 2000 pour ouvrir des boîtes aussi. Lui, il me ramène là-bas. Du coup, je commence à aller au Sénégal tout le temps. Donc ça, c'était mes deux bases, vraiment, Hollande, Belgique, Sénégal. Ça fait 3. Mais puis par là, puis je vais aussi à Rome, je vais en Albanie, je vais en Espagne, je vais en Allemagne. Je commence après, plus tard, je vais à Londres, tout ça. Mais c'est clair que c'est pas juste moi. S'il n'y avait pas eu de Serato, s'il n'y avait pas eu d'EasyJet, j'aurais pas eu de carrière internationale. Je trouve que c'est intéressant de la manière dont t'en parles, où en fait, ça nous permet aussi de nous rendre compte de l'impact à long terme et indirect de certaines choses de l'histoire. Tu parles Bien de sûr. 50. À quel point 50 est-ce qu'il a pu avoir un impact sur toi qui vis en Suisse? Bien sûr. EasyJet, à quel point ça a pu du coup développer. En fait, c'est tout s'imbrique en fait. C'est fou. Si tu prends un truc comme 50, en fait, moi je suis DJ et même en fait, regarde aujourd'hui en France. C'est un truc moi qui me fait halluciner là, c'est que les gars aujourd'hui je sais pas si on se rend compte en fait de la dinguerie. Là, il y a Nino, il fait 2 stades de France. Jules, il vient d'en faire un. Il a fait Vélodrome avant. PNL, ils disent demain il faut un stade de France, ils le vendent comme ça. Booba, il fait 3 U Arena, 120 000 personnes. Nino, il fait 160 000. folie. Des gars là, Tiakola vient de faire 2 Bercy, Aya elle a fait 3-4 Bercy l'année passée, ou il y a 2 ans, Daju Taiki, Hamzad, enfin tous ces gars ils peuvent te faire, et ces gars et ces go ils peuvent te faire des salles immenses ou des trucs en extérieur de plus des dizaines et 2 dizaines de milliers de personnes, et le vent, et ils sold out. Et du coup ce que je veux dire c'est que tout est tiré par le haut parce que c'est l'ensemble de la culture et de la musique qui vend et qui marche. Donc maintenant, si tu arrives et tu fais du rap à une époque où tout le monde écoute du rap aujourd'hui, donc il y a beaucoup plus d'auditeurs potentiels. Tu fais du rap il y a 30 ans, où il y a très peu d'auditeurs potentiels, forcément, tu vas pas toucher grand monde. Ça va être beaucoup plus dur. Peut-être tu vas sortir la tête de l'eau. À l'époque, il y a des NTM, il y a des IAM qui ont fait le taf. Il y a Sens Unique en Suisse qui ont fait le taf. Mais c'était tellement dur, parce que le milieu, il n'existait pas. Du coup, personne n'allait miser sur toi. Pour créer le milieu. Voilà, il n'y avait pas de business, il n'y avait pas d'écosystème. Aujourd'hui, il y a un écosystème de ouf, et cet écosystème, on en est dépendant. Je veux dire, on bouffe tous là-dedans. Faut pas croire que, tu vois, aujourd'hui, le rap qui arrive, par exemple, on se pète la gueule, tu vois, ça marche beaucoup moins. Alors, heureusement pour nous ici, que tu as le rap français et le rap francophone, aussi le rap suisse, bien sûr, le rap belge, mais tout ça qui monte et qui comble un peu ce manque, tu vois. Sinon, je pense que les soirées, ça aurait été nul aujourd'hui, les soirées hip-hop, où ce serait devenu un truc de nouveau beaucoup plus niche. Comme on a dit au début, ça fait 28 ça ans. dans tous les sens. Pardon, ça fait 28 ans que tu es dans le secteur. Comment est-ce que tu as fait pour devenir... alors, je sais pas si rentable, c'est le bon mot, mais comment tu as fait pour, disons, pouvoir vivre convenablement de ton art? Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à Parce que tu as fait beaucoup de trucs, tu as fait de la radio, DJing, tu as fait de la production aussi musicale. Un petit peu, ouais. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune aspirant qui souhaite marcher dans tes pas Alors, je pense que le premier truc, moi c'est vrai qu'à l'époque, il y avait très peu de gens qui vivaient de la musique, tu vois, en Suisse, ou du rap, ou alors de la musique en général. Moi, assez rapidement, en fait, je sais pas si c'est quand j'ai rencontré Guy Roland que j'ai eu ce truc,
Ou peut-être c'est justement quand j'ai fait ma deuxième soirée et que les gens ont crié et que j'étais là, waouh, la sensation que j'ai vécue, j'étais là, waouh. Ça m'a donné un sens de validation aussi. Tout d'un coup, tu fais un truc devant des gens, et les gens sont là, waouh. Dans ta chambre, en fait. Tu sors de ta chambre, tu te retrouves devant une foule, c'est pas une foule gigantesque, mais 300-400 personnes qui sont là, waouh, ce que tu fais, c'est génial, mec, en termes de comment tu te sens de validation, c'est un truc de ouf. Dire Roland, il sonne pas chez moi, les gars, je suis pas assis. Aujourd'hui, on parle pas ensemble de ça, on se fait probablement pas. J'aurais sûrement fait quelques petites soirées à droite à gauche, mais j'aurais pas fait cette carrière, je suis sûr. Mais après, je pense que la base, la première, c'est que évidemment que c'est hyper cool et que c'est un truc que beaucoup de gens ont envie de vivre de leur passion. Mais c'est que si c'est ce que tu veux, bah, ta passion, en fait, tu dois vraiment la taffer. C'est pas juste je suis bon ou je pense que je suis bon et puis tu t'entraînes pas, tu te donnes pas. Tu vois, moi j'ai fait des mixtapes. C'était une année justement, tu as calibré. Voilà, j'ai taffé là-dessus, je me suis beaucoup entraîné. J'ai été faire le digging pour trouver les disques. J'ai cherché à comprendre, à me renseigner sur aussi les trucs qui sont venus avant moi, parce que moi quand je commence, le hip-hop a déjà 20 ans, il y a la soul, il y a le funk, il y a tout ça, j'essaie de comprendre aussi, parce que j'aime, hein, évidemment, j'aime c'est de la musique et j'aime cette musique, donc c'est pas genre un truc, genre un fardeau, mais je suis un passionné, une sorte d'étudiant du hip-hop. C'est pour moi, mon université à moi, c'est le hip-hop. Et du coup, j'étudie, je cherche à comprendre, j'écoute les DJ, j'écoute les disques, j'écoute les originaux, j'écoute je lis les crédits sur les disques, qui a produit qui fait quoi, je geek comme un ouf, et du coup je suis à fond, vraiment à fond. Je passe vraiment beaucoup de temps, toute ma vie c'est ça en fait. Et c'est ça le premier truc, c'est vraiment être, je pense, avoir une éthique aussi de travail, tu vois, pas que je me forçais ou quoi que ce soit, parce que je kiffais, je voulais avoir une bonne vision des choses aussi, avoir une certaine... je pense quand même une certaine humilité aussi, tu vois. Pas se dire ça va arriver sûr, tu vois. T'en sais rien. Et puis même si ça arrive, en fait, faut pas se dire ouais, je suis j'ai gagné. J'ai gagné, voilà. Ou peut-être tu peux te dire ça, mais en mode chill, j'ai gagné parce que finalement tu vis ton truc. Oui, t'as gagné, mais à tout moment ça peut s'arrêter. Moi, c'est ce que je me dis depuis toujours. C'est-à-dire, à tout moment ça peut s'arrêter. Et aussi ce truc de reconnaissance, de dire putain, j'ai grave de la chance, tu vois, que ça me soit arrivé. Et je sais que même s'il y a une partie de ce qui m'arrive parce que c'est moi, parce que j'ai taffé, parce que ci, parce que ça. Mais après, c'est aussi moi, parce que j'ai eu les parents que j'ai eus, tu vois. Je suis pas né dans une famille en galère, mes parents étaient fonctionnaires internationaux, j'ai un oncle qui m'a donné 500 balles. Tout le monde n'a pas ça pour aller s'acheter des platines. Mes parents m'ont jamais non plus dit hey, qu'est-ce que tu fais avec tes platines, tu vois. Mes parents sont pas musiciens, mais ma mère, elle chantait et tout quand elle était jeune. Et les deux sont grave des mélomanes. Mon père, il écoute grave la musique classique et du jazz. Ma mère, elle écoute grave, elle a dansé le rock, elle a fait tous ces trucs avec ses frères. Elle était dans des groupes et tout. Et genre, elle m'a transmis la passion de Shadé, par exemple. Mes parents, ils étaient là au départ. Écoute, t'aimes faire ça, mais finis ta school, tu vois, finis ta matu. Ensuite, voilà, assure-toi quand même d'avoir ton papier minimum. Et puis ensuite, tu fais de ton mieux. Et puis on verra comment ça se passe. Du coup, tout le monde a passé. Ça, faut le reconnaître aussi. C'est une chance. Selon où tu nais, le niveau économique de tes parents, le degré de social, quoi, voilà, ton environnement social qui fait que tout le monde n'est pas égal. Parce que ce truc de tout le monde peut le faire, moi je te dis non, c'est pas. Oui, mais en même temps non, dans le sens où c'est trop facile de dire ça. Il y a des prérequis de départ. Exactement. Il y a des gens qui gros, si t'as... Bon, là, c'est extrême ce que je veux dire, mais si t'as pas de bras, ça va être dur d'être DJ, tu vois. Donc, il y a... Et là, je vais peut-être trop dans l'extrême, mais il y a vraiment des trucs où... Rien que le fait d'avoir des parents qui soient là, chill, frère. Enfin, ils m'ont pas dit chill, frère, ils m'appellent pas frère. Mais en mode, vas-y, c'est bon. Si t'as envie de le faire, on te fait confiance et tout. Il y a plein de parents qui sont pas comme ça, tu vois. Et donc, ça, c'est un des premiers trucs. Mais je pense qu'il y a vraiment ce truc... ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est avoir la chance de rencontrer les bonnes personnes, d'avoir vécu aussi à une bonne époque où le hip-hop était en ascension. Et puis moi, d'avoir été assez sérieux, je pense. J'ai pas été un gars... Moi, j'étais là... Si je dois me donner des fleurs, je vais te dire que j'étais là pour les bonnes raisons. Moi, je suis pas devenu DJ pour être connu ou pour être... Après, je te dis pas que ça m'a aidé aussi pour les meufs. Mais j'ai jamais été un gars qui teasait comme un malade. J'ai évité les pièges. J'ai réussi à éviter les pièges du monde de la nuit aussi. La drogue dure, trop d'alcool, trop de fêtes. Parce que la fête, c'est génial, mais tu peux te perdre en fait là-dedans. Le succès, ça peut vraiment te tuer. Ça, c'est Scarface qui le dit et il a pas tort. Donc, je pense qu'il faut avoir du talent, avoir de la chance, avoir le bon entourage et
Et après, avoir un bon état d'esprit en termes de... Ouais, en fait, je veux pas juste aller mixer devant des gens, en fait. Il faut que c'est comme un sportif, tu vois. Tu te pointes pas au match et puis tu marques 14 buts comme ça. T'es pas Ronaldo, frère. T'es pas Messi. T'es pas LeBron James. Si tu passes pas des heures à répéter tes trucs, à bosser. Et c'est ce que LeBron il dit souvent, en fait. Il y a beaucoup de gens qui aiment jouer, mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont amoureux de tout le processus qui va avec. C'est-à-dire être le premier... Tu peux l'arrivée, mais pas le voyage. Voilà. C'est ça, le... Et en fait, il faut aimer ce putain de voyage. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui aiment l'arrivée. Ils veulent briller, ils aiment qu'on leur dise que c'est super et tout. Mais au final, ils taffent pas assez, tu vois. Ils ont pas ce truc de... ce grind, cette mentalité-là. Après, moi, je vais pas non plus te mentir et dire que je suis le plus grand grinder du monde. Mais je pense que j'ai un certain sérieux et un certain taf. Et ça m'a aidé je pense, à perdurer, à continuer. Et puis vraiment aussi ce kiff, cette passion. Tu vois, je suis vraiment passionné, j'adore cette musique, j'adore cette culture, j'adore le monde j'aime la nuit. Les clubs, c'est devenu ma maison aujourd'hui, tu vois. Même si je suis un peu fatigué des fois, mais j'adore mixer. Et quand j'avais 20 ans, je me disais à 30 ans, jamais de la vie, je suis encore DJ. Ouais. Ah, tu disais ça? Bien sûr. Quand t'as 20 ans, tu vois 30 ans en disant c'est le truc le plus vieux du monde, tu vois. Puis une fois que t'arrives à 30 ans, t'es là, oh, en fait, c'est pas si vieux. Et j'ai passé 30 ans il y a longtemps, tu vois. Et puis aujourd'hui, je me dis, en fait, non, je suis là, mec, j'ai trop de chance. Et tant que j'ai du kiff, et qu'il y a des gens qui ont du kiff, que j'ai du kiff à mixer, et qu'il y a des gens qui ont du kiff à venir m'écouter, et qu'il y a des gens qui sont là, ouais, en fait, toi, on veut travailler avec toi. Ah putain, moi, je vais continuer, hein, jusqu'à ce que j'ai 87 ans, si je peux. Peut-être pas dans des clubs, mais à jouer de la musique, à faire danser les gens. Moi, il n'y a rien que je kiffe plus que ça, en fait. Trop bien. On va passer à ton côté audiovisuel, que ce soit radio et podcast maintenant. Tu as démarré, comme tu nous l'as dit en off et tout, l'émission... alors, Downtown Boogie, oui, mais aussi Now You Know Session avec Géos. L'émission Now You Know, ouais. Ouais, l'émission Now You Know, donc on va un peu s'attarder là-dessus. Ouais. De base, un DJ, c'est censé, entre autres, révéler un peu les pépites, faire découvrir un peu de la musique au monde. Comment est-ce que tu es passé... Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire de manière médiatique, c'est-à-dire à travers une émission où tu reçois du monde, où tu leur poses des questions, tu vois? Ouais, alors, bon, ça, c'est venu... Finalement, tu vois, si tu veux être DJ... ou n'importe quel type d'art, on va dire, ou de performance, tu as des médiums à travers lesquels tu peux t'exprimer. Quand moi j'ai commencé, c'était faire des mixtapes ou faire des soirées. Et peut-être, si tu as de la chance, te retrouver DJ dans une émission de radio. C'était vraiment le... Voilà. La radio, c'était waouh. Puis il n'y avait pas beaucoup de place dans des radios. Et donc moi, j'ai réussi à avoir les trois. Tu vois. Aujourd'hui, T'as d'autres médiums en fait aussi où tu peux parler, où tu peux pratiquer ton art de DJ ou parler de trucs de DJ à travers les réseaux, les YouTube, les réseaux sociaux. Donc ça, c'est trois choses, c'est un truc un peu important de base. Du coup, en fait, c'est pour ça que je me suis retrouvé à la radio. C'est parce que finalement, moi, j'avais envie d'y aller parce que c'était un des endroits les mieux où tu peux être le mieux mis en avant et diffuser ta musique au plus de gens possible. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé à la radio donc en 2001 avec l'équipe Downtown Boogie qui m'appelle pour les rejoindre. Ensuite, cette Downtown Boogie, c'était une émission radio sur Color 3. Aujourd'hui, ça existe toujours en mode soirée. Et on a fait l'émission radio en parallèle des soirées pendant toutes les années 2000, on va dire, et jusqu'en 2017. Et puis en 2017, on décide d'un commun accord avec notre boss à la radio d'arrêter en fait l'émission à la radio, de starter un nouveau chapitre radiophonique avec une nouvelle émission et de garder Downtown Boogie le label de soirée, on va dire. Donc là, il y a ce switch en 2017 et la première année, on est Géos, Green Giant et moi dans l'émission Now You Know. En 2017-2018, 2 DJ, un MC, on fait l'émission tous les soirs de 20h à 21h. Là, on n'est pas encore trop focus sur on n'est pas sur-focus sur le côté local en termes d'artistes, de ce qu'on joue aussi.
on joue plus des classiques, des hits, tout ça. Ok. C'est aussi parce que c'est à 20h en semaine, 1 heure d'assez grosse audience encore, donc on doit faire un truc qui est assez compatible avec le public de Couleur 3. En Malgré 2010, que ce soit une radio d'État, parce que une radio d'État, c'est censé vous être un peu plus souple et moins... oui, mais en même temps, ils ont leur mandat, c'est aussi, enfin, si personne les écoute, tu vois, ils ont aussi leur stratégie à eux, et puis ils doivent chercher à toucher le public. Et en fait, leur mission, c'est une mission auprès du public avant, tu vois. C'est pas une mission genre de mise en avant des artistes ou leur mission, elle est vraiment par rapport au public, je pense. La mission du service public en termes de médias. Ça prend bien son nom, quoi. Voilà. Et du coup, on fait ça pendant 1 an. Arrivé en l'été 2018, on fait un bilan et moi, je me dis, mais en fait, on se dit, c'est cool la radio et tout. Mais en fait, on est finalement toujours la seule émission hip-hop en Suisse ou une des seules, et on met pas assez la culture locale en avant. Après, quand c'était Downtown Boogie, on le faisait pas mal quand même. Hein, on recevait presque tous les artistes, on jouait du rap suisse et tout, déjà sous Downtown Boogie, mais sous la première version de Nayuno, moins. Et du coup, moi, on est là, non, en fait, ça va pas cette formule quelque part. C'est cool d'être tous les soirs à la radio, mais si on peut pas mettre le truc local en avant, surtout qu'on sent. En 2017, tu vois, dans les années 2000, on sent qu'il y a quand même un truc qui se passe. Même s'il y avait des très bons rappeurs, des très bons artistes avec, mais on sent, on a Makala, tu vois. Il y a notamment la Super Watt Click, il y a Makala, il y a Arma, il y a des gens comme ça qui commencent à vraiment... On sent qu'il y a un truc qui se passe. Et nous, on n'est pas assez là pour les accompagner, je trouve. Et en même temps, je me fais la réflexion qu'il n'y a pas vraiment de contenu, de performance vidéo filmée au niveau du rap en Suisse. À l'étranger, il y a d'autres trucs. Il y a Skyrock qui s'y était mis. Ouais, ils ont leur planète rap, machin. Il y a des vidéos de performance ailleurs. Il y a Colors qui existe déjà, qui n'est pas que du rap. Il y avait Couvre-feu que Booba avait relancé aussi à cette époque-là. Ouais, possible. Voilà, mais il y avait des formats. Il y avait différents formats. Et en Suisse, il n'y en avait pas ou il y en avait peu. Et du coup, on se dit non, en fait, nous, on peut pas juste faire de la radio pour faire de la radio. Il faut qu'on soit présent, en fait, avec de la vidéo, de la performance, qu'on mette en avant nos rappeurs ici et nos rappeuses et nos artistes à travers des vidéos de performance. Donc, on se retrouve, genre, moi et Géos pour l'émission avec un autre collègue, Romain, et qui est Romain Rousseau, et qui est Romain Rico, avec qui aujourd'hui on fait le service aussi. Exactement. Et qui, lui, devient le producteur, en fait, des Nayo Sessions suisses. C'est un gars qui gère les réseaux sociaux à la RTS, qui est dans les cellules réseaux sociaux et tout. Et Géos et Romain, ils connaissent un jeune qui s'appelle Adrien Wagner. Ali, je sais pas si tu connais Adrien Wagner. Adrien Wagner, à l'époque, il a 16 piges, 17 piges. Il a fait quelques after-movies pour le Beat Festival. Il a fait quelques petits clips pour Dim et Slimka. Et on sent, ils ont senti que ce gars, il avait grave du talent. I'm ready now. Et du coup, il demande à Adrien Wagner s'il serait chaud de réaliser nos Nayo Sessions. Il est chaud et on commence d'abord dans le salon de Couleur 3. En fait, l'idée de ces sessions, c'est à la fois de mettre en avant les talents suisses qui viennent performer une chanson ou un freestyle dans une capsule vidéo, du coup, enregistrée et filmée pour ça. Et puis, l'autre idée, c'est aussi de se dire, en fait, on a envie de faire entrer le hip-hop dans des endroits où il n'est pas... où on va pas trop. Donc on essaye aussi de faire des collabs avec des musées. Tu vois, il y en a une qui est filmée au Victoria Hall, je crois, avec Danitza. Dans des autres endroits, en fait, où le hip-hop n'est pas toujours le bienvenu. On a filmé une avec Arma dans un aquarium, là, à Aquatis. Je crois que c'est la deuxième, celle avec Arma, c'est dans Aquatis. Du coup, on alterne entre une vidéo, une Nayo Session tournée dans les studios de Couleur 3, et puis une autre dans un lieu un peu atypique où le hip-hop n'est pas forcément le bienvenu. Et puis c'est toi, Adrien Wagner, qui réalise ça, avec justement son talent de ouf. Et du coup, ces vidéos, elles sont hyper cool. On voit qu'il y a un impact, qu'il y a pas mal de vues, qu'il y a des partages et tout. Et à un moment, on upgrade un peu le truc en demandant à un ami... Alexandre Burdin, qui est spécialiste de light et notamment de LED et tout, qui fait toutes les installations LED à l'audio, notamment à Genève, de nous créer une structure en fait LED
et un décor. Du coup, pour un an après, au bout d'1 ou 2 ans, on commence à avoir notre propre décor. Puis là, on filme tout le temps là-dedans. Puis on fait ça jusqu'à l'arrivée de la pandémie. Puis après, le Covid arrive, ça fout tout en l'air un peu au niveau de notre dynamique. Nous, on n'a pas de présence non plus, Naïono, en tant que réseau, sur les réseaux. Tout passe par le YouTube de Couleur 3. On a aussi un nouveau boss qui arrive en 2020, Antoine. Et puis, on doit arrêter les négociations pendant un petit moment. Après, on a lancé un autre truc pendant la pandémie, quand même, c'est que j'ai beaucoup, dont je suis assez fier aussi. C'est les Couleur 3 Soul Sessions. Tu sais, je suis plus là dans ma tête. Oh. Tu sais, je suis plus là, faut que j'arrête. Du coup, il y avait aussi ce truc de se dire, bon, ok, on a fait un format rap, mais en fait, là, il y a une scène R&B maintenant aussi qui est en train de péter ici. Avec Lévi? Si, bien sûr. Il y a quoi? J'avais ce truc-là. Il y a Yako, il y a Cocaine, je t'adore, il y a... Il y a qui encore? Gaspard Sommer, il y a Océane, il y a Mélissa. C'était vraiment stylé, hein, franchement. Ouais, la vérité, ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Enfin, il y en a d'autres, il y en a une dizaine en tout, et c'est une saison de 10 capsules vidéo. Et là, de nouveau, la réflexion, c'est de se dire, mais attends, il y a des formats de... Il y a le Tiny Desk. Oui, bien sûr. Il y a un format incroyable, mais il n'y a pas un tel truc, tu vois, pour le R&B ici. Enfin, après, Tiny Desk fait pas que du R&B, mais il n'y a pas de format de performance R&B en Suisse, et même en francophonie, avec justement accompagné d'un band et tout. Là, les rappeurs, ils sont pas accompagnés d'un band sur les négociations, mais sur les Couleur 3 Sessions, on voulait vraiment le côté live et faire plus des mini-concerts. Dans une session, c'était un titre ou un freestyle, et puis là, c'était les Couleur 3 Sessions, c'est genre un mini-concert de 3 titres, plus une reprise, exactement, à réaliser par l'équipe d'Exit Void dans des décors de fou à chaque fois, où tu as l'impression d'être transporté ailleurs. Et franchement, je pense que de tous les trucs que j'ai fait de ma vie, ou auxquels j'ai participé, parce que c'est pas moi qui ai fait ça tout seul, j'ai pas fait ça, mais j'ai participé à ça, c'est un des trucs dont je suis le plus fier, les Couleurs 3 Sessions. C'est vraiment vénère. C'est tellement beau, le travail d'Exit Void là-dessus a été fou. Enfin, ça a été tout le travail de tout le monde à la RTS, des artistes de Exit Void, franchement, waouh, je suis trop fier. Non, ça se comprend. Et aujourd'hui, du coup, Naïono, qu'est-ce que ça devient Alors, Naïono, ça continue. On continue, mais du coup, on s'est vraiment reconcentré à fond sur l'émission radio, où on reçoit des guests. On a l'émission tous les vendredis de 20h à 22h. Et on reçoit des guests, des invités, des rappeurs, des rappeuses, des chanteurs, des chanteuses, des fois des producteurs, des fois des organisateurs, des fois d'autres, des journalistes, pour notamment autour de leur actualité, quand ils ont un album ou un projet qui sort, et on fait ça toutes les semaines. Non, vous recevez du bon monde. Ouais, on essaie, écoute, mais on a vraiment ce truc de se dire, ouais, on veut mettre la scène locale en avant à travers cette émission. Il n'y a pas que ça, hein. Ils jouent aussi du rap américain, du rap français, et on reçoit des fois des artistes étrangers aussi, mais c'est vraiment un truc où on se dit c'est important d'être là pour la culture ici. Justement, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'est-ce qui t'a pensé, enfin avec la même équipe du coup, à savoir Géo et Romain, vous avez lancé Service Yankee, du coup, votre podcast perso. Ouais. C'était quoi l'objectif de... Alors le truc c'est que de base, si tu veux, nous on est un podcast ambulant quand on est les trois. On parle tout le temps. On se vanne beaucoup, on parle beaucoup, mais on parle de plein de trucs. Ils sont longs. Mais je pense qu'on va réduire un peu. Le premier il a fait 1h57 je crois. Mais attends, tu nous laisses parler, on parle, tu vois, là je parle. Mais du coup il y avait ce truc de se dire putain, nous on parle, on a des idées, on a des avis, tu vois. Et on se disait bon, nos avis ils sont peut-être pourris, mais on veut les partager plus. Et du coup, on a l'émission, certes, Géo, c'est moi, mais on est sur un format radio, c'est une émission musicale. Au moins 70% de ce qui se passe dans cette émission, c'est de la musique. C'est moi qui joue des disques. Le reste, c'est du blabla, c'est des interviews, c'est des interventions, des trucs où on donne notre avis sur des trucs, mais c'est la minorité. La majorité, c'est la musique. Du coup, on voulait faire un format plus blabla, plus parler. Et puis, on a commencé à faire des maquettes au début de l'année passée. Après, l'idée l'année passée, c'était d'enregistrer un podcast, mais pas de sortir le podcast. En fait, c'est juste de sortir des extraits. On a fait 2 maquettes. Sur la deuxième maquette, il y a un moment où...
En fait, à la base, et dans la maquette, on était vraiment dans une config comme on est là, nous trois, là. C'est-à-dire que Géos et moi, on était face à la cam. Et Romain, il était hors champ comme Morgan Freeman et Pete. Et on avait aussi un réal, bien sûr. Et c'était ça, les pilotes qu'on a enregistrés. Et puis le deuxième pilote, je veux pas vous parler du sujet en particulier, mais il y a eu un sujet un peu politique sur lequel on a commencé à parler. Et c'est parti en steak. Donc pendant 1 heure, je te jure que pendant 1 heure, on n'arrivait pas à décrocher. Et Romain, qui était supposé être la tête froide, nous dire on arrête. Après, finalement, c'était Romain et Géos qui arrêtaient pas l'un contre l'autre. Et moi qui étais là, les gars, on arrête. Et en fait, ça nous a un peu... je sais pas. Après ça a fait un peu genre, on est sorti de ce podcast en mode, est-ce qu'on est fâché? On n'était pas fâché. Mais il y avait ce truc où, c'était un peu vénère, où, tu vois, ça a un peu chauffé, mais pas non plus abusé. Hein. Frustré, plus voilà, que vénère, je pense. Voilà, exactement, un peu frustré. Donc on a un peu dead cette idée, on a plus reparlé, on a toujours été potes. Et puis moi, à la fin de l'année passée, j'étais là, non les gars, là ça suffit. Venez, on a déjà fait les maquettes, on a un peu compris ce qu'il faut pas qu'on fasse, qu'on se laisse aller des fois sur des sujets peut-être qui sont où on peut se fâcher, mais il y en a très peu parce que les 90% du truc, on est d'accord les trois, mais c'est pas non plus le but, c'est pas d'être d'accord tout le temps, mais c'est que si on n'est pas d'accord quand même, on peut peut-être passer à autre chose à un moment, tu vois. Et du coup, on s'est reposé avec Aogun, qui est notre réal, pour se dire, vas-y, on le fait vraiment, là, on va le faire chez moi, simple, on va trouver du matos, ce qu'on a fait grâce à Audiosource et Rode, merci beaucoup, qui sont des super partenaires pour ça. Et on puis, est ouvert au partenariat. Voilà, exactement, donc très bon matos, Rode en plus. Donc, d'ailleurs, vous avez du matos Rode aussi. Et puis, on a lancé ça en début d'année. L'idée, à la base, c'était vraiment que ce soit Romain... et du coup, sur la version podcast qu'on a aujourd'hui, Romain, il est dans le champ de la caméra. Il est plus en mode voix off. On lui a dit viens aussi. Il avait un peu des réticences au début de se montrer parce que c'est plutôt un gars de l'ombre aussi, tu vois. Puis au final, nous, voilà. Puis que Géos, en plus, et moi, on a une certaine dynamique à cause de la radio aussi. Forcément. Donc Romain, il était un peu plus timide, mais finalement, il a accepté de venir avec nous sur le canapé. Et l'idée, c'était de faire un podcast où les trois, en fait, on parle de divers sujets autour de l'actualité hip-hop ou même autre, hein, mais quand même avec une base hip-hop. On déborde. Il y a une racine qui est hip-hop. Mais... c'est ça. On a parlé des rappeurs réactionnaires qui nous ont ramené sur des trucs de pédophilie. On a été sur pas mal de choses. Sur Kendrick et Drake, vous avez fait facile 30 minutes. Nous, on peut parler, parler. Une fois qu'on parle, on parle. C'est ça notre problème, c'est peut-être des fois. Et justement, on s'est dit, en fait, sur la radio, tout, en fait, à chaque fois, on est là, il faut qu'on arrête, il faut qu'on joue de la musique. Puis on avait envie de se dire, en fait, non, vas-y, on a besoin d'un truc un peu où on peut... C'est une thérapie aussi pour nous, tu vois. Bien sûr. Et donc, l'idée, c'était vraiment que nous trois, en fait, on fasse un épisode par mois. Et puis que, sans, tu vois, non plus le promotionner. On n'est pas arrivé avec une promo, genre on arrive avec un super podcast, parce qu'on sait que au début, ça va peut-être pas trop être ça, puis que ça va prendre un certain temps avant qu'on trouve peut-être une audience ou des gens intéressés à nous écouter régulièrement. Et on voulait pas, du coup, arriver avec aucune prétention, en fait. C'était vraiment nous, vraiment, je crois que le tagline, ou je sais plus, sur YouTube, c'est genre 3 potes qui te parlent de tout et de rien, mais surtout de hip-hop, je crois, un truc comme ça. Et c'est vraiment ça, en fait. Et du coup, l'idée, c'est vraiment qu'on soit toujours les trois. C'était pas un podcast où on voulait recevoir des guests. Donc, on en a fait 2 comme ça. Et puis, après le deuxième, il y a Riga, je crois, qui est donc le manager qui est un très bon pote que vous connaissez aussi, qui est manager de Catégorie, qui est de Pronto, notamment, et qui est venu et qui nous a dit, Pronto sera un nouveau projet à la fin mars. C'est son premier projet en tant qu'indépendant après son passage chez Universal. Il n'a pas envie de faire les gros médias, il a envie de venir dans votre podcast parler. Et nous, on était là, genre, nous, là, avec nos 80 vues et nos blabla interminables et tout, on n'est absolument pas professionnels. Et c'est là, on veut venir chez vous. Et on connaissait déjà Pronto. Il avait enregistré une session pour nous. Malheureusement, elle n'est jamais sortie. Mais il était aussi venu à la radio. Dans l'émission, c'était toujours super bien passé. Puis on est des super fans de sa musique. On adore la musique de Pronto. Il est trop fort. Du coup, puis en plus, c'est Pronto, frère. C'est le plus gros vendeur. 13 fois platine. 13 fois 10 de platine et d'or en Suisse. Enfin, c'est inédit ce qu'il fait. C'est un streamer de ouf. C'est une star, quoi. Puis c'est un artiste de fou.
Et du coup, évidemment, on va pas lui dire viens pas. Non. Donc il est venu et notre dernier épisode, c'est avec lui. C'est le premier épisode où on reçoit un artiste. Aussi, mais on est toujours en apprentissage. Du coup, quand on le regarde cet épisode nous-mêmes, on dit putain, là, on aurait pu quand même mieux faire. Mais après, je pense, qui est cool quand tu regardes ce qu'on fait, c'est qu'il y a une sorte de bonne vibe, tu vois. Complètement. Donc, au moins, je peux nous donner ça. Tu peux pas l'enlever. Voilà, tu peux pas nous enlever ça. C'est un truc où on est, c'est assez sympa, c'est assez drôle, c'est assez léger. Et puis, on parle, notamment avec Pronto, un peu de lui, de tout, de ses débuts, d'aujourd'hui, de sa carrière, d'être en Suisse allemande, de venir de Soleure, d'être originaire du Ghana. Enfin, c'est hyper intéressant aussi pour nous, en tout cas, nous aussi, pour la découverte de qui est vraiment Pronto. Puis du coup, on va continuer ce podcast au ce même rythme, plus ou moins une fois par mois. Mais je pense que le fait d'avoir reçu Pronto, même nous, ça nous a fait un peu genre, ah ouais, en fait, c'est quand même cool, il y a moyen. Donc on va continuer à recevoir, je pense, des artistes. Peut-être pas que des artistes, mais peut-être et surtout pas forcément systématiquement. Donc ça se trouve, le prochain épisode, c'est nous trois. Mais on a cette envie parce que c'est vrai qu'aussi qu'il y a peu de... il y a Ali maintenant, il y a vous, il y a Dedicated Podcast à Genève, il y a quelques podcasts. Il y a quelques podcasts, mais... c'est un format qui reste aussi, tu vois, oui, prend du temps. mais justement, il y a la place, il y a pas de... On n'a pas des CKO, des Joe Budden ou des podcasts vraiment de référence, tu vois. Et pas que c'est absolument notre but de devenir le podcast de référence, pas du tout. Mais il y a vraiment une lane, et puis si finalement certains de nos artistes ou de gens, vous le savez aussi bien que moi, vu que vous faites un podcast aussi, qui ont des trucs à dire intéressants, mais en fait, il n'y a pas d'espace de parole où il y en a peu. Donc moi, d'où aussi je salue ce que vous faites ici, et je trouve ça hyper cool et hyper important, quoi. On a des trucs on a vécu des trucs, et on a des trucs intéressants aussi à dire et à partager, je pense, ici aussi en Suisse, quoi. Quelques mots, est-ce que tu peux nous dire un peu la suite pour toi, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Souhaitez-moi une bonne santé. Je pense que c'est le truc le mieux qu'on peut souhaiter, tu vois, pour moi et mes proches. Merci. Et puis sinon, pour moi, la suite, c'est de continuer en fait à vivre et à faire vivre, cette culture et à la vivre et à la faire vivre d'une certaine manière, vu que je suis un acteur de ce truc, de continuer à kiffer, à faire des soirées, tout ça. Et puis je fais de plus en plus aussi un peu d'orga, tu vois, ce que je faisais moins avant. On a monté une association ici à Lausanne avec des potes qui s'appelle Oasis, l'association avec laquelle on crée des events en extérieur, notamment le Mouchi Mouchi. Petit festival avec des DJ hip-hop, afro, parce que justement on s'était dit en fait il n'y avait pas de... Tu vois, tu m'as dit quelques mots, ça part dans tout. Mais on était parti du concept qu'il n'y avait pas d'événement extérieur pour des fans de musique hip-hop, afro, chata, dancehall, tout ça, en mode DJ. Il y a pour les concerts, hein, tu peux aller voir des concerts. Tu peux aller voir des concerts. Tu peux aller danser sur des trucs à l'extérieur pour de la musique électronique, il y a plein de trucs, au niveau, tu vois, des Caprice Festival, des machins. Mais au niveau des trucs hip-hop, afro, il n'y a pas trop pour nous, tu vois. Du coup, en fait, nous, on était là, nous-mêmes, on était un peu frustrés de ne pas pouvoir faire des trucs dehors. Et on voulait aussi proposer ça aux gens. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette association avec Eneo, David Shaw, Wild Peach, Lil Kev et Aude. On est 6. Et puis, ça, c'est un truc qu'on fait. Après, toujours sinon, continuer à pousser... Downtown Boogie aussi, qui est le label de soirée que je fais depuis si longtemps maintenant. Là, ça fait 25-26 ans maintenant. Puis on est toujours là avec ce label. On a toujours envie de le faire avancer, que ce soit aujourd'hui en ramenant un peu d'autres DJ, en faisant de la com un peu différemment. Donc, puis toujours la radio, le podcast, et puis on verra un peu où tout ça nous mène, quoi. C'est parfait. Écoute, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Venu nous voir. Et puis à nos auditrices, auditeurs, spectateurs de Parlons Son, abonnez-vous. Mettez-lui 5 étoiles. Commentez, partagez. Comment s'appelle le podcast ? Parlons Son. Parlons Son. Ouais. On parle son, nous. Tout simplement, oui. Même pour le SEO et tout, c'est
C'est bien. Ça aide un petit peu. Donc voilà, likez, commentez, et puis big up quoi. Exact, big up à vous, big up Mont-Lausanne aussi, pour tout ce que vous faites là, Mont-Lausanne. Hyper bien.